Nous allons commencer cette matinée de réflexion sur une question importante, celle de la laïcité. Et je laisse tout de suite la parole donc à Monsieur Bruno Fouché, qui est le ambassadeur et président du conseil d'administration de l'AEFE. Monsieur le Président. Merci, cher Olivier, de me donner la parole. Je n'ai pas de discours à vous faire. J'ai griffonné quelques notes hier soir sur le thème qui nous retient aujourd'hui et je voudrais peut-être m'exprimer au titre d'une double casquette. D'abord, ma casquette de président du conseil d'administration de l'AEFE, président non exécutif, ce qui signifie que je ne fais rien et que c'est lui qui fait tout et que je préside. Je veux dire, l'AEFE qui est un gros opérateur, rien vous apprendre, avec ses 540 lycées, ses 365 000 élèves, sa vingtaine de mille de personnes qui y travaillent, un gros opérateur d'influence. Et je dis d'influence parce que c'est sans doute l'opérateur qui incarne le mieux, ou une part importante en tout cas, de ce qu'est la France à l'étranger. L'AEFE incarne son excellence dans le domaine de l'éducation, ses valeurs, sa réputation, son modèle de laïcité dont vous parlerez tout à l'heure. Et dans chaque pays, il y a certes un ambassadeur, j'en sais quelque chose, mais il y a aussi les lycées. Et souvent, les lycées structurent beaucoup mieux la communauté française que l'ambassade elle-même. Quand période de crise, je veux dire, l'ambassade reste, et quand les lycées ferment, je veux dire, tout fout le camp en quelque sorte. Donc, vous êtes dans ces pays étrangers, c'est vous les ambassadeurs, c'est vous qui représentez tout autant que l'ambassadeur ce que la France veut porter, en tout cas à l'international. Je veux dire, l'autre casquette qui est la mienne, et sur laquelle je serai un petit peu plus long, c'est celle d'envoyé spécial du ministre, je veux dire, en charge de l'influence et du rayonnement dans le monde arabo-musulman, qui est la synthèse des postes que j'ai occupés avant, à la fois à la tête de l'Institut français Monde à Paris, et puis dans un certain nombre de postes au Liban, je veux dire en Iran, en Arabie Saoudite, au Tchad. Je veux dire, c'est une mission qui est complexe parce qu'elle fait découvrir qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, je veux dire, dans les relations internationales, l'influence, c'est devenu le vecteur central. Je veux dire, traditionnellement, vous savez, dans les écoles, on apprend aux élèves, il y a le hard power, le soft power, et comme dit le ministre, aujourd'hui, le hard power est de plus en plus soft, et le soft power est de plus en plus hard. Donc tout ça se mélange, et en tout cas, tout ce qui est valeur est vraiment le cœur des choses. On fait moins de conquêtes aujourd'hui territoriales, il y en a encore, que de tentatives d'influencer l'autre, l'adversaire, au travers des vecteurs modernes qui sont ceux de la communication. Je veux dire, et de ce point de vue-là, je veux dire, cette pertinence, hard power, soft power, a perdu beaucoup de son effet. Quand on parle de religion, par exemple, je veux dire, et quand on parle des religions, on parle également des modèles qui sont associés à ceux des religions, donc la laïcité, votre thème d'aujourd'hui. Je veux dire, on se rend compte que c'est devenu une arme de combat. Je veux dire, une arme de combat au travers d'arguments identitaires qu'elle veut porter aujourd'hui, qui n'était pas forcément le cas il y a quelques décennies, et au travers d'arguments politiques que ces vecteurs veulent porter, avec toutes les déclinaisons de ces arguments politiques, arguments militants, arguments combattants, arguments pacifiques, arguments non pacifiques. Et quand on pense à la religion, mais on voit qu'il y a aujourd'hui un lien tout à fait étroit avec, par exemple, les phénomènes de terrorisme. Alors le terrorisme, les États y ont été confrontés, on y est confronté régulièrement, on sait faire. Je veux dire, on a des textes, on sait comment le combattre. Je veux dire, on ne peut pas toujours le prévoir, mais on sait comment le combattre. Même si les médias poussent à chaque fois à être un peu plus durs, en tout cas, il y a une connaissance de la lutte contre le terrorisme. En revanche, il y a un terrain sur lequel on est beaucoup plus fragile, c'est ce qu'on appelle le séparatisme, c'est-à-dire tout ce que sont les discours, pas forcément violents, je veux dire, mais qui poussent à encourager une personne, des groupes de personnes, à se séparer des valeurs collectives qui font, pour le cas de la France, la République.
Et c'est cette lutte contre le séparatisme qui suscite la concentration de beaucoup d'énergie en ce moment. Je dirais, ça a été l'objet du discours du président de la République au Murau, que je vous invite à lire parce qu'il est très complet et il est très clair sur les objectifs que se fixe la République et que nous fixe le président de la République. C'est l'objet du texte actuellement en discussion au Parlement, que la presse appelle un texte sur le séparatisme et l'islamisme. C'est pas faux, mais ce n'est pas exclusivement ça. Ça ne vise pas une religion particulière, ça vise un ensemble de comportements, je veux dire, qui ont un lien avec la religion en général, mais qui s'appelle le texte sur les principes et les valeurs de la République. Et c'est au titre de ce débat que vous avez aujourd'hui cette séance, je veux dire, sur la laïcité, parce que la laïcité est devenue un sujet au centre de l'actualité, et notre modèle d'État laïque, eh bien, nous entendons le défendre, parce que derrière ce modèle d'État laïque, et ça je laisserai tous les experts qui sont venus vous en parler, il y a tout l'humanisme que porte la France dans ses valeurs de progrès, tout ce qui concerne les droits de l'homme avec ses déclinaisons, liberté de pensée, je veux dire, liberté de la religion. Je veux dire. L'autre point qui fait que cette mission est complexe, c'est que dans une tradition pas très ancienne, je veux dire, le spectre international était assez simple. Il y avait les alliés, puis il y avait les non-alliés, on va simplifier, les amis, les ennemis. Je veux dire, et on pourrait penser que sur un sujet comme la laïcité, je veux dire, dans lequel nous vivons depuis longtemps, je dirais bien, ceux qui allaient nous critiquer, je veux dire, c'était plutôt les pays non démocratiques, les pays qui mettent la religion au centre de leurs institutions. Donc, eh bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on se rend compte que dans le débat sur la laïcité qui a pris naissance l'année dernière, principalement, mais qui existait déjà avant, les critiques les plus sévères viennent du monde anglo-saxon, les Américains, des Anglais, parce que ce débat, je veux dire, ces pays ont une histoire qui est différente de la nôtre. Je veux dire, ils ont une sociologie qui est différente de la nôtre. Je veux dire, le débat sur la laïcité aux États-Unis, principalement aux États-Unis, je veux dire, les critiques les plus sévères viennent des journaux américains. Je veux dire, eh bien, sont mélangés avec d'autres vecteurs d'analyse qui sont d'autres grilles de lecture qui sont les minorités. Je veux dire, le débat sur le colonialisme, et que très facilement, la presse anglo-saxonne eh bien, considère que ce débat sur la laïcité est en fait une lutte en faveur de la discrimination, je veux dire presque un apartheid. Il y a une incompréhension très profonde de ce qu'est le modèle français, y compris chez nos alliés les plus proches. C'est la raison pour laquelle ce débat sur la laïcité que nous avons lancé, je veux dire, au départ, on se disait il faut le lancer à destination des pays arabo-musulmans, mais en fait on s'est rendu compte que c'est un débat mondial et qu'il fallait porter les explications, non pas seulement auprès des pays pour lesquels la question de l'islam avait une résonance particulière, ou d'autres pays où la religion a une résonance particulière, mais auprès de pays qui, culturellement, apparemment, sont très très proches de nous et qui, structurellement, ont des différences qui sont particulièrement mises en valeur par les débats d'aujourd'hui. Alors, naturellement, tout ceci sur un grand fond d'ignorance, tout ceci sur ce modèle de communication aujourd'hui qui fait primer l'émotion sur la raison, les réseaux sociaux. C'est très difficile de communiquer au travers de tout cela. Je dis d'ignorance parce que, je veux dire, j'ai servi dans des pays multiconfessionnels qui en étaient très fiers. Je veux dire, en Iran, il y a 4 religions qui sont citées dans la Constitution. Je veux dire, au Liban, il y en a 18. Donc, et en France, on ne les compte pas. On ne les compte pas, et donc comme on ne les compte pas, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais en fait, si vous lisez la très bonne étude qui a été faite, dirigée par Anne-Laure Zwilling sur les minorités religieuses en France, vous vous rendez compte qu'en France, il y a 90 religions, avec 90 religions, je veux dire, établies, je veux dire, pas dans l'air, sur un nuage, donc établies par des sièges, des numéros de téléphone, des fax, des cartes, des réunions, donc, et beaucoup de petites religions qui sont absolument ravies d'évoluer dans un espace de laïcité, parce que cet espace de laïcité, précisément, les protège contre les critiques des religions de la même famille, mais qui les considèrent comme hérétiques. Donc, et ça, ce sont des choses qui
qui ne ressortent pas dans le débat. Je dirais la même chose quand on n'a pas de comptage. En France, on n'a pas de statistiques religieuses parce que nous sommes un État laïque, nous ne reconnaissons pas les religions, mais nous les connaissons. Mais quand vous faites des études sur la sensibilité, en quoi, dans quelle religion, éventuellement, les Français se reconnaissent. Ce sont des études qui ont été conduites par l'Observatoire de la laïcité, qui vient d'être supprimé et qui sera remplacé par un comité interministériel à partir de cette année, puisque le premier aura lieu au mois de juillet. Je veux dire, vous vous rendez compte que l'image de la religion en France ne correspond pas du tout à la violence ou à la passion des débats. Je veux dire, vous avez en France 34% de la population qui considère n'appartenir à aucune religion, soit par athéisme, soit par d'autres courants. Vous avez 48% de la population qui se reconnaît dans le catholicisme, vous avez seulement 4% de la population qui se reconnaît dans l'islam. Et quand on parle à des religieux étrangers, moi ça m'est beaucoup arrivé, qui ne connaissent pas du tout la France, ils voient la France comme le Liban. Donc ils s'imaginent qu'il y a une minorité énorme, opprimée, et lutter contre cette image qui est complètement fausse, est difficile avec le débat émotionnel qui est celui qui prédomine aujourd'hui. Alors, ce qu'on m'a demandé de faire, et en fait, vous êtes une déclinaison de ce programme, c'est d'écrire un contre-discours, enfin, un agenda positif, comme ils disent. Moi, j'aime pas le terme agenda positif parce que ça veut dire que l'autre agenda est négatif, mais qui vise à expliquer les raisons pour lesquelles il y a ce débat en France. On ne cherche pas à convaincre ceux qui veulent nous couper le cou, ça, on n'y arrivera pas. On cherche à limiter la marge de manœuvre des pays qui utilisent le débat sur la laïcité en France pour nous porter des coups. Moi, je pourrais en citer au Proche-Orient de ces pays, comme la Turquie, qui l'a beaucoup fait. Et on cherche surtout, et ça sera votre rôle également, à rassurer ceux qui se posent des questions sur le sens qu'il faut donner à ce débat très très passionnel qui a lieu en France, avec ce projet de loi qui n'est pas encore adopté, qui est en deuxième lecture, qui sera adopté à l'automne, qui sera sans doute validé ensuite par le Conseil constitutionnel et qui va se décliner en décret d'application et qui contient beaucoup de dispositions extrêmement précises. Ce n'est pas un texte qui va proclamer simplement des principes, qui va agir avec la volonté de lutter contre le séparatisme qui va être nettement marqué. Et donc il faut essayer de rassurer toutes ces personnes qui se disent mais c'est quoi, ça veut dire quoi ce débat? En France, on ne va pas changer l'espace de tolérance. Nous sommes un pays de tolérance, dans lequel la laïcité est un vecteur de la tolérance et de la coexistence entre les croyances. Et nous ne sommes pas, à l'international, en train de faire une croisade en faveur d'un modèle qu'on voudrait imposer à d'autres. Nous sommes, au contraire, le ministre l'a redit hier au Parlement à propos d'une audition de cette commission sur les minorités religieuses et principalement les chrétiens d'Orient. Nous pensons que l'Orient, la diversité religieuse en Orient est consubstantielle à l'identité de l'Orient. Donc on ne cherche pas à favoriser un groupe plutôt qu'un autre, on ne cherche pas à favoriser une religion plutôt qu'une autre. On cherche à défendre un modèle qui est un modèle de tolérance, de diversité, où chacun s'accepte dans ses croyances, mais où le modèle prédominant mérite d'être respecté et qu'on ne peut pas accepter un certain nombre de comportements qui visent à affaiblir ce modèle collectif qui est le modèle national français. Alors, dans ce cadre, il y a plusieurs axes qui ont été définis. Le premier, ça sera la diplomatie publique. Les ambassadeurs ont reçu l'instruction de défendre notre modèle de laïcité, auprès des autorités religieuses des pays de résidence, là où c'est pertinent, mais aussi auprès des autorités politiques. Nous allons beaucoup travailler, deuxièmement, sur la langue arabe, pour souligner que la langue arabe, ce n'est pas une langue de la religion exclusivement, c'est une langue de grande civilisation, avec laquelle on a une histoire profonde. Ça fait 500 ans que on enseigne l'arabe en France. Nous avons traduit des grands textes venant de l'arabe, pas seulement des textes littéraires, mais aussi des textes religieux. Et nous avons produit toute une école de pensée à partir de la langue arabe que nous voudrions revisiter. Et l'AEFE, dans ce domaine-là, est tout à fait un argument pour nous, puisque en France, sur le territoire métropolitain, et outre-mer, il y a 15 000 apprenants d'arabe, dont une partie importante à Mayotte. Quand vous prenez votre réseau, les 540 lycées, il y en a 151 dans lesquels on enseigne l'arabe, et il y a 150 000 apprenants d'arabe, c'est-à-dire 10 fois plus que le nombre d'élèves qui apprennent l'arabe sur le territoire
français. Et nous allons approfondir et étendre encore cet apprentissage. Le troisième axe qui a été retenu par le président, il fait nettement référence dans son discours des Mureaux, c'est tout ce qui concerne l'islamologie, c'est-à-dire remettre en avant, parce que ça n'a jamais disparu, mais toute la spécificité française d'études dans ce domaine-là, qui est profonde, ancienne, mais diverse et diversifiée, et parfois inaudible. Donc de remettre ceci dans un pot commun, de façon à faire valoir que nous étudions avec beaucoup de sérieux tous ces problèmes d'islamologie. La quatrième chose, c'est tout ce qui concerne la culture, je dirais, à savoir réarmer nos dispositifs dans les ambassades pour engager les ambassadeurs, les COCAC, les proviseurs aussi, à débattre de ces questions, je veux dire, d'échanger ces questions, je veux dire. Et puis, je suis en train de monter avec le Louvre 18 expositions qui vont être déployées sur le territoire national à partir de l'automne, je veux dire, qui dureront dans 18 villes jusqu'en janvier, et ces expositions qui vont mettre en valeur le patrimoine civilisationnel musulman que nous possédons, y compris dans les trésors d'église, pourront être éventuellement, si on trouve des points d'attache suffisamment sérieux, être exportés autour de la Méditerranée pour faire le pendant international de ce que nous voulons porter au niveau national. Je veux dire. Et puis enfin, il y a un axe sur la jeunesse. Je veux dire, nous avons un grand nombre de programmes qui ont été inventés et déployés autour de la jeunesse dans le sillage des printemps arabes. Et nous voudrions les étendre à la fois à l'Afrique subsaharienne et puis à l'Asie pour à la fois expliquer à tous ces jeunes qui seront les leaders demain et qui ne fréquentent pas forcément les ambassades ce qu'est le modèle français, ce qu'il porte comme valeur et surtout comme valeur de tolérance. Voilà, j'en ai fini. Je veux dire, en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour être formés, entre guillemets, sur la laïcité. Je sais que vous avez tous une grande expérience dans le domaine de l'éducation et que vous avez été confrontés à ce genre de situation, mais c'est important de vous rappeler le débat dans lequel vous vous situez à ce propos. Vous êtes dans le quotidien, vous avez des problèmes quotidiens, mais ceci se concentre autour d'un débat aujourd'hui qui est national. La deuxième chose, c'est qu'on va vous encourager, je pense que les COCAC le feront, à avoir des activités d'échange sur ces questions de laïcité, je dirais avec vos élèves, entre vous, je dirais, les ambassadeurs devraient vous en reparler, et j'espère qu'ils vous en reparleront, en tout cas ils ont reçu instruction de le faire. Je dirais, et puis naturellement, il faudra garder en tête que la France est un tout à l'étranger, et que s'il y avait des événements qui se produisaient, il faut naturellement les signaler à ceux qui, dans les pays de résidence qui sont les vôtres, sont en charge de la conduite politique des opérations. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été sans doute trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite, avant de passer la parole à Olivier, je vous souhaite une bonne fin de séminaire, parce que je comprends que c'est la fin du séminaire. Vous devez être bien fatigué. Merci à vous. Merci Bruno pour cette introduction et ce cadrage politique qui, je crois, est particulièrement important et vous permet de percevoir le sens de ce colloque que nous avons imaginé il y a de cela 2-3 mois. Nous avons commencé à en parler et nous avions considéré qu'il était important d'organiser ce colloque sur l'esprit laïque dans le réseau, en cette fin d'année scolaire, accolé au séminaire des partants, donc avec la majorité d'entre vous qui ont évidemment une très forte expérience française, y compris de ces questions de laïcité, mais qui vont se projeter dans un nouveau monde, et en ouvrant aussi ce colloque largement à d'autres participants grâce à la visio, et je salue donc ceux qui sont aujourd'hui derrière leur écran. Alors, les raisons pour lesquelles nous avons imaginé ce colloque, c'est d'abord les raisons politiques évoquées par Bruno Fouché à l'instant, auxquelles j'ajouterai pour nous travaillant dans le secteur éducatif, évidemment le choc ressenti par toute la communauté scolaire en France comme à l'étranger, après l'assassinat de Samuel Paty, qui a suscité dans tous nos établissements à l'étranger, dans toutes les communautés scolaires, la même horreur, la même incompréhension, le même sentiment de révolte que celui qui a saisi
toute la communauté scolaire, toute la communauté éducative en France. Il y a une volonté collective de comprendre comment nous sommes arrivés à cette situation dramatique, comment nous devons réagir, comment nous, au-delà de la réponse sécuritaire qui est évidemment indispensable et que nous gardons à l'esprit également à l'étranger dans nos établissements, comment réagir avec nos armes qui sont celles des valeurs de l'intelligence, l'attachement au développement de l'esprit critique chez tous les élèves, et puis la pédagogie pour faire comprendre le sens de ces valeurs et le sens de la politique que nous menons. Il y a bien sûr aussi, parmi les raisons qui nous ont conduites à imaginer ce séminaire, ce colloque, eh bien évidemment l'actualité politique autour de la question de la laïcité, je dirais pour le meilleur et parfois aussi pour le pire, parce qu'il ne faut pas se tromper, la laïcité peut être aussi utilisée par des ennemis de la liberté et il faut y être attentif. Et notre intention était de contribuer finalement au débat sur la laïcité, peut-être aussi en France, en élargissant le point de vue et en montrant l'apport de l'enseignement français à l'étranger sur ces questions, par sa façon d'aborder cette question. Le concept de laïcité, Bruno Fouché le rappelait, est loin d'être universel et il est même souvent donc utilisé contre nous par un certain nombre de personnes, soit ennemies de nos principes, soit qui ne le comprennent pas. Loin d'être universel, ce modèle français rejoint bien sûr l'esprit de tolérance qui prévaut dans de nombreux pays, mais la tolérance diffère de la laïcité, tant dans les outils mis en œuvre que dans les attendus, même politiques, que nous nous sommes fixés dans notre République. Nous savons, nous, enseignants de la République, que c'est un outil de liberté, de paix, au cœur du projet éducatif depuis maintenant largement plus d'un siècle, pour former de jeunes citoyens respectueux des autres, libres, aptes à faire vivre le débat démocratique et à user de leur esprit critique. Mais il faut toujours avoir les spécificités de l'enseignement français à l'étranger, à l'esprit, pour voir comment mettre en œuvre ces principes. L'environnement culturel de l'enseignement français à l'étranger, l'environnement politique, est toujours différent, parfois hostile, je le disais, à l'esprit de laïcité que nous devons faire vivre dans nos établissements. Mais je rappelle également, et c'est ça l'un des premiers éléments de complexité, que nos établissements, qui doivent suivre bien entendu les principes que valide l'homologation, ne sont jamais en extraterritorialité. Les lois locales et les contrôles aussi des autorités s'imposent à nous et il nous revient de faire vivre nos valeurs tout en respectant un certain nombre de principes qui peuvent s'imposer à nous. C'est un premier rééquilibre très délicat. Cet environnement culturel différent, il est aussi au cœur de nos établissements et il fait notre richesse. Nous en sommes fiers. Ce sont nos élèves qui sont de cultures, de nationalités différentes. Vous le savez, 2/3 de nos élèves sont étrangers. Ce sont de nombreux personnels qui ne sont pas français, des personnels de toute catégorie, qui n'ont pas baigné depuis l'enfance dans notre culture laïque. Et ce n'est certainement pas par la contrainte que nous pouvons faire vivre la laïcité dans nos établissements. C'est dans la pédagogie, pour avoir une bonne compréhension de ce qu'est la laïcité, de ce qu'est l'esprit laïque, pour susciter l'adhésion. C'est cela qui est au cœur de notre démarche pédagogique et politique. Il faut garder aussi à l'esprit les différences de statut entre nos établissements. Le rôle de l'État, le rôle de l'agence est plus ou moins important dans les établissements, selon qu'ils sont évidemment des établissements en gestion directe, des établissements conventionnés ou des établissements partenaires. Mais il faut que nous réussissions. Notre travail consiste à ce que également tous les établissements, quel que soit leur statut, adhèrent pleinement à cet esprit de laïcité
même si nous n'avons pas toujours les mêmes moyens directifs dans le fonctionnement de ces établissements. Et puis nous n'oublions pas aussi que parmi les établissements homologués du réseau, il y a des établissements confessionnels qui participent pleinement à l'enseignement français à l'étranger. Par nature, évidemment, ils ne sont pas des établissements laïques, mais nous savons qu'ils sont pourtant tout aussi attachés à faire vivre l'esprit de la laïcité, en tout cas ce qui fonde les principes de la laïcité, en accueillant notamment des élèves de toute confession et en étant très attachés à faire vivre, comment dirais-je, le débat et l'esprit critique de leurs élèves. Et je pense en particulier aux établissements du Liban ou d'Égypte, où j'ai pu mesurer lors de mes déplacements précédents l'attachement des équipes à des principes fondamentaux, même si, évidemment, ils ne participent pas directement à la mise en œuvre d'un projet laïque dans leurs établissements. Ce colloque est donc l'occasion de réfléchir ensemble, sur la base notamment de témoignages concrets, à la façon dont nous réussissons à faire vivre l'esprit de la laïcité dans les établissements français à l'étranger, de façon apaisée, positive, appréciée des équipes, des familles qui souvent choisissent nos établissements également parce qu'elles veulent ces valeurs fortes dans l'éducation de leurs enfants. Et il nous revient de faire que, en faisant vivre ces valeurs de la laïcité, nous ayons un véritable atout d'attraction pour nos établissements. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les risques, voire les menaces qui pèsent sur nos établissements dans certaines régions. Les forces à l'œuvre en France sont aussi évidemment à l'action à l'étranger. Et les réseaux sociaux en particulier peuvent être des sources de tensions permanentes, voire de danger pour les établissements et pour les personnels. Et donc, il vous revient, comme personnel de direction, d'avoir toujours une attention permanente à ces questions. Nous avons eu l'occasion de le redire, notamment en termes de veille sur les réseaux sociaux, en lien avec les postes diplomatiques, pour être toujours en mesure de réagir au plus tôt. Nous y avions veillé notamment avec les postes diplomatiques aussitôt dans les semaines qui ont suivi l'assassinat de Samuel Paty, pour à la fois avoir une réponse sécuritaire à la hauteur dans tous les établissements, mais également une réponse pédagogique. Et c'est là aussi le cœur de votre action, c'était de voir comment nous pouvions toujours faire comprendre à nos élèves la gravité de ce qui s'était passé, ce qui était en cause, les fondamentaux qui étaient en cause, et s'assurer de la pleine adhésion de tous à nos objectifs et à la pédagogie que nous mettons en œuvre. C'est donc autour de ces idées, avec ces objectifs, que nous avons conçu ce colloque en 3 temps. Une première partie qui, je dirais, va être un cadrage intellectuel, historique, politique et réglementaire de ce que veut dire la laïcité, avec 3 grands intervenants que je remercie d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Madame Valentine Zuber, qui est historienne et spécialiste d'histoire des religions et des questions de laïcité. Alberto Toscano, qui est avec nous ce matin ici, journaliste italien, grand connaisseur de la France où il vit depuis longtemps. Et puis monsieur Abdenour Bidar, inspecteur général de l'Éducation nationale, qui est également membre du Conseil des sages de la laïcité. Dans un deuxième temps, après la pause, nous aurons une première table ronde consacrée finalement à la contextualisation culturelle et réglementaire sur ces questions pour nos établissements, comment respecter les principes laïques dans des pays qui par essence ne le sont pas. Et donc cette table ronde sera introduite par un petit enregistrement que le conseiller culturel aux États-Unis, Gaëtan Bruel, a bien voulu nous envoyer pour justement évoquer cette question que signalait Bruno Fouché sur l'attitude que certains de nos grands partenaires peuvent avoir sur cette question, et puis une table ronde avec en particulier plusieurs proviseurs du réseau qui pourront exprimer la façon dont ils
travaille sur ces questions. Et puis dans une deuxième table ronde, pour terminer cette matinée, qui sera faire vivre la laïcité dans l'éducation, dans le réseau, et ce sera la parole donnée aux enseignants, mais également aux parents d'élèves qui ont accepté. Et nous clôturerons notre séminaire, notre colloque du matin avec un enregistrement d'un message que le secrétaire d'État, M. Jean-Baptiste Lemoyne, a bien voulu nous faire parvenir pour marquer l'importance attachée par nos autorités à la réflexion et au travail qui est mené dans ce domaine. Voilà sur ces éléments d'introduction et sans transition, donc, nous allons passer à la première partie sur le concept de laïcité dans la République et dans l'éducation en France. Et je vais passer la parole à Valentine Zuber, à Madame Valentine Zuber. Donc, Madame Zuber est agrégée de géographie, historienne, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Après une maîtrise consacrée à la révocation de l'édit de Nantes, Madame Zuber a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction de Jean Bobéro sur les conflits de la tolérance au XIXe et XXe siècle. Et puis, son habilitation HDR s'est faite sur le thème « Liberté avec un S, laïcité avec un S ». Donc, nous voyons que nous sommes, avec Madame Zuber, évidemment, au cœur de nos problématiques. À l'EPHE, à la section des sciences religieuses, vous êtes, Madame la professeure titulaire de la chaire Religion et Relations internationales, membre du groupe Société, Religion, Laïcité depuis la création de cette UMR EPHE-CNRS. Votre œuvre est considérable et je ne vais pas la présenter ici, mais nul mieux que vous ne pouvait introduire notre réflexion aujourd'hui en nous rappelant le sens et la portée du pacte laïque pour la République française. Merci beaucoup, Madame, d'avoir accepté d'intervenir parmi nous. Je vous laisse la parole. Merci, merci énormément de me faire cet honneur de commencer ces exposés. Je voudrais évidemment consonner avec tout ce qui a déjà été dit par Monsieur l'ambassadeur et vous-même. La laïcité est d'abord un principe de liberté et c'est un peu selon ce thème que je voudrais développer devant vous à ma manière, c'est-à-dire en faisant une large part à l'histoire de ce concept de laïcité. Je voudrais commencer en introduction en disant que les grands principes des droits de l'homme sont tous essentiellement laïques, et à la fois dans leur inspiration et surtout dans leurs aspirations. Et leur universalité les oblige à se passer de tout fondement religieux que ce soit. Je détaille la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes des droits civils, politiques, économiques et sociaux, la Convention européenne des droits de l'homme, etc., je ne pourrais pas les citer tous, ne puisent leur force que dans l'assentiment collectif, sans qu'il y ait besoin d'une référence divine ou transcendante pour asseoir leur légitimité. Et tous ces textes internationaux mis en place au lendemain des atrocités perpétuées lors de la Seconde Guerre mondiale sont ainsi empreints d'une philosophie politique libérale séculière. Il consacre de manière unanime et sans conteste possible les libertés individuelles et aussi les libertés collectives des êtres humains et des collectivités humaines. Et celles-ci ne peuvent s'exercer, et j'en arrive à la laïcité, que dans un espace public, au sens de politique du terme, un espace public neutralisé, à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue religieux. Ils interdisent donc aux États qui les ont adoptés toute politique discriminatoire envers les individus pour des motifs culturels, religieux ou politiques. Ce sont donc des textes à la fois laïques et de préservation de la laïcité. Et ceux qui les ont ratifiés et qui surtout les appliquent présentent donc des systèmes politico-religieux de type laïque, qu'ils en revendiquent le terme ou non. Ce n'est pas en effet parce que la plupart des États du monde, vous l'avez rappelé, ne revendiquent pas le terme même de laïcité pour décrire l'organisation politico-religieuse de leur pays, que les caractéristiques qu'ils recouvrent ne les concernent pas. La laïcité d'un État, en fait, se mesure moins à son organisation socio-religieuse ou à sa forme politique qu'au respect de plusieurs critères, tous constitutifs de l'État de droit,
tous respectueux des droits de l'homme. Ces critères sont, et je vais les définir devant vous, vous les connaissez. Premièrement, la neutralité ou l'impartialité religieuse de l'État. Deuxièmement, la liberté de conscience, de religion, de conviction et d'expression garantie à tous et à toutes. Troisièmement, l'égalité civile de tous les individus, indépendamment de leur identité convictionnelle ou religieuse. Enfin, quatrièmement, la non-discrimination, et cela a déjà aussi été rappelé, de telle ou telle minorité par rapport à la majorité. Donc, j'en conclus que la laïcité est une réalité possible lorsque l'autonomie mutuelle de l'État et des religions est légale et respectée. Cela veut dire que la neutralité ou l'impartialité de l'État interdit à ce dernier d'interférer en quoi que ce soit dans l'élaboration ou dans le contenu des doctrines religieuses, ou même de s'ingérer dans l'organisation interne des églises. Mais cela veut dire aussi en retour l'indépendance réaffirmée de l'État vis-à-vis des institutions et des propositions religieuses. Il doit ainsi veiller à émanciper, autant que faire se peut, ses décisions politiques des normes religieuses édictées par la majorité, qui peuvent toujours l'amener à discriminer injustement les droits égaux des minorités. Inversement, encore une fois, les organisations religieuses doivent s'abstenir de contester ce qui relève du domaine propre de l'État souverain et doivent en particulier reconnaître expressément la supériorité absolue dans l'espace commun des lois civiles sur les lois religieuses. En résumant tout cela, on peut conclure que le principe de laïcité oblige l'État à s'en tenir à une posture d'abstention vis-à-vis des diverses propositions de sens qui s'expriment dans la société qu'il gouverne, afin de permettre, vous avez parlé de tolérance, je parlerai de coexistence apaisée de tous les citoyens dans un espace public également partagé. Chacun donc a droit, dans le cadre de l'État laïque et dans les limites inhérentes à la liberté individuelle que sont le respect de l'ordre public et la liberté des autres citoyens, chacun donc a droit de s'exprimer librement et sans contrainte dans des sociétés devenues progressivement et irrémédiablement plurielles. Et je salue la mention par Monsieur l'ambassadeur de ce travail de Anne-Laure Zwilling, absolument très intéressant et novateur. Je voudrais en revenir sur la brève histoire de la laïcité telle qu'elle s'est instaurée à travers les siècles. Ce n'est pas un concept très récent à l'échelle de l'histoire, mais ça n'est pas non plus un concept très ancien. C'est un concept politique qui est essentiellement issu de la modernité occidentale, apparu au lendemain de la partition en Europe de la chrétienté médiévale. Il a lentement émergé au sein des sociétés européennes à partir du XVIe siècle, dont je vous rappelle qu'elles ont été marquées sur tout le territoire européen par de longues et sanglantes guerres politico-religieuses. Ces modalités d'application se sont progressivement forgées dans la réflexion juridico-politique qui ont tenté de penser l'autonomie de l'État moderne vis-à-vis du religieux et aussi la gestion du pluralisme religieux ou convictionnel dans des sociétés devenues pluriculturelles au lendemain de la partition confessionnelle du temps des réformes. Mais ce sont plus précisément les principes politiques issus des déclarations des droits individuels et des citoyens, publiées lors des révolutions américaines et françaises, qui ont permis d'approfondir encore la laïcisation irréversible des États-nations modernes. Et en se substituant à la traditionnelle tolérance civile des minorités religieuses, le principe de liberté religieuse accordé à tous les sujets ou citoyens d'un État ont permis la reconnaissance institutionnelle d'une véritable citoyenneté égale pour tous et indépendante surtout de l'identité religieuse propre à chacun. Alors, comment ça s'est finalement matérialisé dans les pays du monde se reconnaissant dans ces principes de la modernité libérale? Eh bien, c'est ce que je voudrais maintenant présenter devant vous. Car il y a plusieurs manières, effectivement, d'envisager à la fois cette neutralité de l'État et cette gestion du religieux. Alors, contrairement aux États-Unis d'Amérique ou au Canada,
qui ont été cités ici, ces pays qui proposent un modèle de pluralisme légal ouvert sous couvert d'un mur de séparation entre l'État et les religions, les autres États du monde, dans leur diversité étatique, sont plutôt marqués par le modèle d'un pluralisme fermé. Cela veut dire que les États conservent pour la plupart des relations privilégiées avec certaines églises considérées comme étant de tradition nationale. Et dans ce cadre, je voudrais présenter 3 grands modèles qui peuvent être distingués dans le monde et encore une fois dans les États de droit. Le premier modèle, qui est le plus courant, c'est le système de droit conventionnel qui s'est imposé historiquement dans le cas des États catholiques avec des concordats signés à diverses époques avec le Saint-Siège et des accords négociés plus tardivement avec d'autres religions. Ça a été le cas en France sous le système concordataire au XIXe siècle. C'est le cas en Italie actuellement, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et dans d'autres pays de l'Est de l'Europe nouvellement admis dans l'Union européenne, ainsi que dans quelques pays latino-américains et asiatiques. Deuxième modèle, les églises nationales et les cultes reconnus. Ce modèle, qu'on retrouve comme tradition dans certains pays scandinaves, en Angleterre, en Turquie, en Grèce, est en stagnation, voire en régression numérique. Il se caractérise par une relative absence d'autonomie des cultes, une position institutionnelle de la religion nationale privilégiée dans l'État et dans la société, et un soutien économique plus ou moins important qui est donné par l'État aux différents cultes religieux ou aux principales traditionnelles. Dans les pays non démocratiques et donc non laïques, il y a des discriminations légales vis-à-vis des cultes non majoritaires, mais là, nous nous éloignons évidemment de ces différents modèles. Enfin, troisième modèle qui nous concerne plus, c'est celui où il n'y a pas de statut des cultes qui est défini par l'État et ces régimes séparatistes, parce que la France n'est pas le seul pays à avoir un régime séparatiste, se retrouvent évidemment aux États-Unis, au Mexique, en Inde, en France, à Genève, etc., etc. Mais tous ces régimes séparatistes présentent un plus ou moins grand nombre d'exceptions et la France ne fait pas bande à part de ce côté-là. La laïcité en France est beaucoup plus complexe que l'image que l'on en donne généralement. Je reviens un tout petit peu à l'histoire. Le processus de laïcisation français s'est déroulé dans un contexte très ancien de pluralisme religieux pratiquement unique en Europe, puisque dès l'Ancien Régime, plusieurs confessions chrétiennes et même une religion non chrétienne, le judaïsme, coexistent sur le territoire français, même si c'est de façon tout à fait déséquilibrée et non exempte évidemment d'épisodes de persécution des minorités protestantes et juives. Avec l'édit de tolérance de 1787, les premières mesures révolutionnaires avec l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec l'émancipation des Juifs en 1791, la France est devenue le premier pays d'Europe à avoir dissocié l'appartenance citoyenne de l'appartenance religieuse. Et cette gestion du pluralisme légal va être continuée par le système des cultes reconnus issu du concordat napoléonien en 1801-1802, même si c'est de manière extrêmement autoritaire et réglementée. La loi de 1905, particulièrement sacralisée de nos jours, représente donc un jalon essentiel dans l'histoire longue de la laïcité française. Fondée sur ces 2 premiers articles, l'un garantissant le respect par l'État de la liberté de conscience, de religion et de conviction pour tous, l'autre dénonçant tout système de reconnaissance et de subvention du religieux par l'État, on peut dire que la laïcité française relève d'un projet politique libéral et équilibré. Depuis, là je fais un grand saut vers l'actualité. Depuis la loi de séparation, l'État n'ignore cependant pas les cultes, cela a été rappelé.
Il ne les reconnaît pas, mais il les connaît, ne serait-ce qu'à travers l'application de la police des cultes qui est définie dans la suite de la loi. Et enfin, il entretient un dialogue ininterrompu avec les différentes confessions et religions présentes sur le territoire à travers plusieurs institutions, le bureau des cultes, le conseiller aux affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères, etc., etc. Cependant, cette relation de l'État français avec les religions n'a jamais été complètement exempte d'arrière-pensée, et ainsi la tradition que je qualifie de gallicane de l'État français, depuis la monarchie absolue et le dirigisme napoléonien, transparaît encore régulièrement sous le vernis laïque jusqu'à aujourd'hui. Il existe donc toujours une législation étatique vis-à-vis des cultes. La législation exceptionnelle des congrégations religieuses de 1901 à 1904 pendant la période combiste, la mise en place des associations cultuelles de 1905 qui sont différenciées des associations générales de 1901, la création d'associations dérogatoires des associations cultuelles pour les catholiques à travers les associations diocésaines, une police spécifique des cultes, et puis jusqu'à nos jours, l'impulsion régulière donnée par l'État à la création d'un organe représentatif du culte musulman. Tout cela rend le dispositif moins clair qu'il n'y paraît et génère par ailleurs certaines inégalités de fait entre les différents cultes présents sur le territoire national. Je ne m'apaisanterai pas là-dessus, mais vous le savez, les églises dites historiques, enfin les anciens cultes reconnus, jouissent encore de privilèges symboliques et politiques dans les grands moments nationaux, comme les cérémonies officielles de présentation des vœux, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes. Et parmi elles, l'Église catholique jouit encore de quelques privilèges historiques, comme le monopole des fêtes légales chômées qui sont d'origine religieuse, l'organisation des funérailles nationales, l'affectation gratuite des lieux de culte qui sont des biens publics pour l'exercice de leur culte, etc. Dérogeant à la règle de non-subventionnement prévue par l'article 2 de la loi 1905, plusieurs dispositifs permettent aussi un apport financier de l'État à différents cultes. Il y a d'abord le financement des aumôneries qui est prévu par l'article 2 de la loi 1905, mais aussi à travers plusieurs lois qui se sont déroulées depuis 1959 et la loi Debré, on peut maintenant subventionner des écoles sous contrat, des écoles privées sous contrat, très majoritairement confessionnelles, catholiques ou juives, et maintenant quelques musulmanes. Enfin, il y a des dégrèvements fiscaux pour les dons donnés aux associations, y compris cultuelles, et la prise en charge par l'État de la sécurité sociale ou de la retraite des clercs de plusieurs cultes. Enfin, plusieurs types d'exceptions géographiques constituent en outre un véritable feuilleté légal qui n'a pas été simplifié par le projet actuel de loi confortant les principes de la République qui a été cité et qui rend le dispositif national toujours aussi inégalitaire. En particulier, les dispositions particulières héritées de l'histoire concernant les départements d'Alsace-Moselle régis par le droit local et aussi quelques territoires d'outre-mer comme la Guyane ou la Mayotte d'avant 2010 ne relèvent pas de la loi de 1905. Donc on le voit, la laïcité française recouvre des dispositifs légaux très divers dont l'harmonisation, souhaitée pourtant par certains, ne paraît pas être à l'agenda du projet de loi en cours de discussion. Pour en finir de mon intervention, évidemment, je voudrais reparler un petit peu de ce projet de loi qui va probablement être voté, qui arrive en fin de parcours et va probablement être voté dans les prochains jours. Il prend d'abord l'aspect d'une simple mise à jour de la loi de 1905. En fait, il est beaucoup plus que cela et il ne répond pas à toutes les interrogations que ce système et les modernisations que ce système méritait. Là, en particulier, je dirais que la tentative d'adaptation ciblée des modalités d'exercice des associations de 1901 et 1905 semble aboutir à un durcissement des contrôles et des peines prévues en cas de non-respect des obligations légales. Alors, bien entendu, cette politique est justifiée par la nécessité d'un contrôle plus strict des associations musulmanes, en particulier les plus politiques, mais elle risque d'avoir un impact
relativement disproportionnée sur le fonctionnement centenaire de celles relevant d'autres cultes, en particulier juifs et protestants, mais pas seulement. En cela, les garanties en matière de liberté religieuse individuelle et collective, l'équilibre pragmatique qui a été trouvé depuis la loi de 1905 me paraissent devoir être bousculés, surtout lorsque les modalités de contrôle sont maintenant presque uniquement confiées aux préfets et aux autres représentants de l'État aux dépens du juge administratif, les tribunaux administratifs régionaux, mais aussi le Conseil d'État. Il y a par ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je ne m'étendrai pas, une tentation depuis un certain nombre d'années déjà de faire de l'islam une religion presque reconnue, un cinquième culte reconnu, et on se souvient de toutes les tentatives qui obéissent à une logique d'impulsion plus gallicane que séparatiste, telle que la création in fine du CFCM pour construire un islam des Lumières, tel qu'évoqué par Emmanuel Macron, notre président, dans son discours des Mureaux de 2020. Par ailleurs, pour inciter les associations religieuses musulmanes à renoncer au système issu de la loi de 1901 afin de recourir à celui de la loi de 1905, il aurait peut-être aussi fallu rendre ce dernier plus attractif. Mais on comprend bien sûr qu'un autre objectif est parallèlement poursuivi et mieux décrit par l'appellation provisoire et depuis abandonnée de loi contre les séparatismes, qui apparaît devoir gêner la mise en œuvre du premier. C'est bien la sécurisation contre l'entrisme politico-religieux dans les quartiers et l'éradication du terrorisme à coloration religieuse qui est visée. Et ce dernier objectif apparaît actuellement plus porteur d'un point de vue politique et met peut-être en doute la réelle volonté d'intégration des associations musulmanes dans un modèle unique et surtout équitable. Donc, je voudrais conclure sur parce qu'il m'a été demandé aussi de donner mon avis, et donc je dirais que la pratique laïque ne devrait pas revenir sur cette approche plutôt libérale des rapports entre religion et État issue de la loi de 1905. Et il me semble qu'elle ne doit pas céder à la tentation régalienne d'un contrôle accru du religieux par l'État qui s'est manifesté à plusieurs reprises dans son histoire et qui s'est toujours fait aux dépens des libertés individuelles de religion, d'expression et de conviction, mais aussi des libertés collectives exercées dans la société civile. Le principe de laïcité, il faut le rappeler, est un outil de gestion des conflits à l'œuvre dans une société démocratique. Il permet l'exercice réel des valeurs qui sont portées par la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. L'État laïque, à la fois neutre et impartial, garantit la liberté d'expression de chacun et la coexistence à égalité de toutes différentes convictions qui se manifestent dans la société civile. Une trop grande neutralisation de la société menacerait directement la démocratie et les libertés publiques qui la garantissent. Et encore une fois, c'est à l'État d'être laïque et ça n'est pas à la société de le devenir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame la professeure, pour votre intervention d'une très grande richesse qui nous a permis de bien replacer ce concept dans l'histoire, dans la géographie, et puis également de voir toutes les subtilités politiques, juridiques qui sont derrière ce mot que nous utilisons tous de laïcité. Et je pense que l'introduction est parfaite pour notre débat. Peut-être aurez-vous la gentillesse également de nous passer le texte de votre intervention, parce que je pense que nous pourrons le diffuser plus largement et que les équipes de direction, mais aussi les enseignants seront sans doute très intéressés d'avoir justement cette synthèse tout à fait remarquable que vous avez bien voulu faire à cette occasion. Il y aura peut-être des questions à la fin de notre introduction, mais je vais passer tout de suite maintenant la parole à Alberto Toscano. Alberto est journaliste, politologue, écrivain italien. Alberto réside à Paris depuis maintenant 35 ans, sans avoir jamais relâché ses liens avec l'Italie, et en particulier son Piémont natal. Je peux en témoigner. Écrivant pour de nombreux journaux italiens, Alberto Toscano a collaboré aussi à de très nombreux médias français, de la presse écrite et audiovisuelle.
je le définirais comme un passeur amoureux des cultures des deux cousins latins, attentif aussi à regarder les différences si nombreuses entre nos deux pays, entre nos deux cultures, et désireux surtout de les faire se connaître mieux l'un à l'autre. Et j'invite, si vous ne connaissez pas déjà les livres d'Alberto, à regarder sa riche bibliographie, et en particulier l'un des derniers livres que tu as publié, donc, sous le titre Ti amo Francia, sur ces Italiens qui ont fait la France, qui est un magnifique hommage à tous ceux dont nous connaissons souvent les noms, mais en oubliant qu'ils sont arrivés d'Italie et qu'ils ont contribué à faire notre pays. Et puis au moment du Tour de France aussi, je signale ton livre « Un vélo contre la barbarie nazie », Gino Bartoli, une épopée assez extraordinaire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Tour de France, ni de ces Italiens qui ont fait la France, mais du regard porté par un Italien justement sur nos débats sur cette laïcité qui occupe vraiment une grande part de l'espace politique, public en France. C'est un concept, et Madame Zuber le rappelait, qui s'éloigne des concepts qui prévalent en Italie autour du concordat, d'un régime concordataire. Mais pourtant, l'Italie, c'est l'Union européenne, ce sont les mêmes valeurs de liberté qui fondent la vie politique et religieuse en Italie. Alors, Alberto, quel est ton regard justement sur ce débat et sur cette France que tu connais si bien ? Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous tous. Merci, monsieur l'ambassadeur. Évidemment, quand on invite un journaliste, qui plus est étranger, pour parler d'un sujet si délicat, si important pour l'histoire de la France et de l'Europe, le ton n'est pas exactement le même que celui utilisé par un professeur universitaire expert de cette matière. Les journalistes, qui plus est, s'il est correspondant de la presse étrangère, s'occupent un peu de tout. Mais je dois dire que dans mon expérience personnelle, cet aspect de la laïcité a été spécialement significatif parce qu'il a marqué. Et je vous cite une expérience qui est restée gravée dans ma mémoire, et c'est celle d'un 2 novembre 1989. Je dis bien 89 de novembre, c'est-à-dire une semaine exacte avant la chute du mur de Berlin. Et ce jour-là, avec, je dois dire, très peu de journalistes français et encore moins étrangers, je pars en avion de Villacoublay pour aller à Bonn. La capitale de l'Allemagne s'appelait Bonn à l'époque, et où il y avait, c'était programmé le sommet franco-allemand, le 54e consultation franco-allemande. Il y avait le président de la République Mitterrand, le chancelier Kohl. C'était un moment historique. Je dois dire, entre parenthèses, que la conférence de presse du président Mitterrand s'est terminé par les mots « Je n'ai pas peur de la réunification allemande ». C'était une semaine avant la chute du mur. Et, oh surprise, en regardant la presse française dans l'avion et avant de monter dans l'avion, je vois que le titre était pour la polémique à Creil, parce que des filles d'un lycée de Creil insistaient pour porter le foulard islamique. Et avant de venir ici, j'ai revu la page du verbatim de Jacques Attali sur ce moment. Et là aussi, on parle du fait que le président Mitterrand, en allant à Bonn, à un moment historique de l'Europe, et il a dû s'occuper de cette polémique de Creil sur le foulard islamique et la laïcité. Et c'est dire combien ce sujet est marquant et fondamental, fait des polémiques. D'ailleurs, Jacques Attali remarque que ce jour même, il y avait eu, le Nouvel Observateur avait publié
une lettre. Jacques Attali dit d'intellectuels de gauche, et il y inclut un certain Finkielkraut. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il utiliserait la même expression, mais enfin, Elisabeth Badinter, Finkielkraut, Régis Debray, qui disent on risque un Munich de l'école publique sur la laïcité à cause de ce groupe de jeunes étudiantes islamiques à Creil. C'est-à-dire, ça me fait réfléchir. Et ça me fait réfléchir encore plus si je regarde le premier article de la Constitution française qui dit la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, laïque vient avant démocratique. Avouez que pour un Italien, et aussi pour beaucoup d'étrangers, c'est quand même étonnant. Alors, si on passe à l'Italie, on change de planète. On change de planète parce que aujourd'hui, 2021, dans les écoles, les hôpitaux publics, et à plus forte raison privés, et dans les tribunaux italiens, un symbole religieux, le crucifix, est présent partout. Derrière les juges qui, au nom d'un État qui se dit laïque, l'État italien se dit laïque, lisent des verdicts, derrière eux, il y a un crucifix. Et la télé le montre. Donc, on passe d'un univers à l'autre. Le professeur qui a parlé, qui a tenu son discours très intéressant, parlait de l'histoire de chacun de nos pays. Et là, vraiment, c'est une autre histoire. J'imagine que si le pape était resté à Avignon, on ferait d'autres discours sur la laïcité. Mais le pape a changé de domicile. L'Italie a vécu une période... Si vous allez à Rome, vous allez évidemment à la Piazza Campo dei Fiori et vous voyez le monument à Giordano Bruno, brûlé vivant à l'an 1600. Si vous allez à la Piazza del Popolo et vous regardez bien, vous trouvez une plaque sur deux patriotes carbonari guillotinés, parce que dans l'état de l'Église, la peine de mort était la guillotine. C'était exécuté à travers la guillotine. Et théoriquement, la guillotine au Vatican existe encore aujourd'hui. Mais à l'an 1825. Or, à la fois le monument à Giordano Bruno et la plaque à la Piazza del Popolo ont été réalisés dans cette période, la seule période de laïcité à la française de l'histoire italienne, c'est-à-dire celle qui va entre l'unité, la prise de Rome de la part du Royaume d'Italie en 1870, septembre 1870, à la signature de Concordat de la part de Benito Mussolini dans ce rôle du président du Conseil de la du Royaume d'Italie et du cardinal Gaspari dans ce rôle de secrétaire d'État, le 11 février 1929. C'est dans cette période que les laïcs italiens ont profité pour réaliser le monument à Giordano Bruno, pour mettre cette plaque à ces deux patriotes qui ont été guillotinés par le pape en 1825, et pour exprimer la présence d'un esprit laïque à la française en Italie. Entre ces deux mondes, la laïcité à la française et la laïcité à l'italienne, il y a bien sûr l'histoire des deux pays et il y a les chocs plus récents. Ces chocs plus récents sont tout d'abord le terrorisme, 2015. Tout ça nous a obligés à réfléchir sur notre concept de laïcité, celui de la France, celui de l'Italie.
tout ça nous a obligés à comprendre que le terme et la valeur de la laïcité doivent quelque part s'appliquer à une histoire qui n'a pas arrêté de changer, et parfois de changer en pire, comme le terrorisme le révèle. La laïcité a un sens si quelque part elle se modernise et elle nous met en mesure de relever de nouveaux défis. Et de ce point de vue, l'opinion publique italienne a étudié l'expérience française en croyant intéressant apprendre des choses de cette expérience et en restant perplexe sur d'autres. Il y a eu 2 débats dans les dernières années en Europe que je trouve spécialement significatifs. Un débat est le débat sur le terrorisme, l'autre débat est celui sur la Constitution italienne qui n'a jamais, européenne, qui n'a jamais vu le jour. Mais le préambule de cette Constitution a été ensuite récupéré par le traité de Lisbonne. Or, le préambule de la Constitution européenne a vu le débat au sujet de la laïcité et des racines, les racines de l'Europe elle-même. Compte tenu que ce préambule de la Constitution européenne a été écrit par un grand juriste français, d'ailleurs communiste de ces convictions politiques traditionnelles, et d'ailleurs directeur de cabinet d'un ministre communiste de la première période de François Mitterrand. Ce grand juriste français s'appelait Guy Brébant, et vous le connaissez certainement beaucoup mieux que moi. Ce préambule a été le terrain d'une discussion assez significative sur la question des racines et de la laïcité. À la fin, on était arrivé à un paradoxe, parce que sur impulsion du président Jacques Chirac, le terme « racine chrétienne de l'Europe » a été éliminé du traité et du préambule, mais dans la version allemande, ce terme était quelque part rentré par la fenêtre, parce qu'il y avait encore, en prétextant qu'il fallait le traduire à l'allemande, c'était écrit « geistige religiös » en langue allemande. C'est dire comme le terme laïcité reste, et la question laïcité dépasse la frontière avec l'autre sujet, identité. Aujourd'hui, on vit dans un contexte où les opinions publiques sont dominées par une sensation d'inquiétude et parfois de peur. Récupérer la dimension de identité est pour certains une façon de résoudre ou quand même d'atténuer le problème des angoisses, de peur, angoisse sécuritaire, angoisse économique, angoisse de toute nature. Le grand projet français, à mon avis, d'observateur étranger, comme tu m'as présenté justement, le grand projet français de la laïcité allait main dans la main avec le grand projet français de l'intégration. La Troisième République, la Quatrième République, l'histoire de France est une histoire d'intégration. Un jour, j'ai eu l'occasion de dîner avec Charles Pasqua, et après le dîner, il m'avait dit, il n'avait pas dit à moi, on était un groupe de journalistes, l'école française peut même ne pas enseigner, mais elle doit réussir à intégrer. Le grand mérite de l'école française est d'intégrer. J'espère que l'école française, et je le constate, qu'elle enseigne à plus qu'intégrer. Mais la tâche de l'intégration a eu dans l'histoire de l'école française un rôle fondamental. Et la laïcité allait avec.
Ce qu'on constate aujourd'hui en Europe est que la panne généralisée de l'intégration, parce qu'elle existe en Italie, elle existe en France, elle existe en Allemagne, elle existe en Grande-Bretagne. La panne généralisée du vieux modèle d'intégration provoque un réflexe identitaire qui se répercute sur le terrain de la laïcité et qui rend plus difficile réaliser la bataille pour la laïcité. Et c'est là qu'il y a de nouveaux défis, qu'il y a une nouvelle tâche, qui est celle d'affirmer une laïcité qui soit capable de parler aussi à ceux qu'on veut intégrer, en affirmant les mêmes valeurs, en affirmant les mêmes principes, en affirmant la valeur fondamentale de la tolérance, en refusant toute forme d'intolérance. Alors, ce défi est devant nos yeux. Le patrimoine historique de la laïcité française est un instrument et un avantage pour interpréter ça. Encore faut-il comprendre que tous nos patrimoines historiques doivent quelque part relever les défis de la nouvelle époque. Et je pense que c'est des défis très difficiles à relever. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Alberto, pour ce point de vue d'un Italien amoureux de la France, connaisseur, et tu l'as montré évidemment de notre histoire politique, très, très grand connaisseur, et tu as mis effectivement, je crois, dans ton propos final, le doigt sur l'une des problématiques qui est derrière, c'est cette question du lien fondamental, effectivement, entre ce concept juridique, politique, sociologique qui fonde notre République et la notion d'intégration qui est effectivement interrogée aujourd'hui, en tout cas qui pose un certain nombre de problèmes. Merci beaucoup, Alberto. Alors, je vais passer la parole maintenant à M. Abdenour Bidar. M. Abdenour Bidar est agrégé et docteur en philosophie. Vous êtes un spécialiste de l'islam et vous questionnez les évolutions de la vie spirituelle dans le monde contemporain avec une certaine inquiétude, comme en témoigne notamment votre lettre ouverte au monde musulman parue en 2015, dans laquelle vous appelez les musulmans à un sursaut pour apporter à la modernité occidentale un supplément d'âme, appelant à retisser les liens autour d'un renouveau de la spiritualité dans nos sociétés, mais dans le respect évidemment des principes qui fondent notre société, notre République. Comme Madame Zuber, vous êtes chercheur associé au laboratoire Groupe Société, Religion et Laïcité de l'EPHE-CNRS, chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation en 2012. Vous êtes devenu membre de l'Observatoire de la laïcité en 2013. Vous êtes inspecteur général de l'Éducation nationale depuis 2016, membre du Conseil scientifique de la délégation interministérielle contre le racisme et l'antisémitisme, et vous êtes également membre du Conseil des sages sur la laïcité. Monsieur Bidar, je vous donne la parole. Merci encore d'être avec nous. Pardon d'être avec vous simplement à distance. J'espère que vous m'entendez bien. Monsieur Brochet, pouvez-vous me confirmer que tout le monde m'entend correctement? On entend parfaitement, monsieur. Je vous en prie. Très bien. Monsieur le Président Bruno Fouché, Madame Zuber, Monsieur Toscano, Monsieur Brochet, chers collègues, je m'adresse tout d'abord à vous, chers collègues, qui êtes en poste actuellement à l'étranger. J'espère que la pandémie et les mesures prises par les gouvernements des pays où vous vous trouvez et les mesures que vous avez dû prendre dans les établissements que vous dirigez ne vous ont pas fait, ne vous font pas encore aujourd'hui une existence et une tâche trop pénible. Et je vous souhaite donc beaucoup de courage dans cette période si difficile et si étrange aussi, à vrai dire, que nous traversons. Je vais m'exprimer et prendre ma part de cette journée de réflexion essentiellement en ma qualité d'inspecteur général,
membre de l'IGESR, c'est-à-dire de l'Inspection Générale Éducation, Jeunesse et Sport et Recherche, et plus particulièrement au titre, en tant qu'inspecteur général, de ma participation au Conseil des sages de la laïcité qui a été installé par notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à partir de 2017. Alors, vous l'avez dit, je suis également un philosophe spécialiste de l'islam. Je le mentionne parce que je viens de traduire chez Gallimard, c'est paru en 2020 dans la Bibliothèque des idées, l'œuvre majeure du penseur musulman indien Mohammed Iqbal. Alors, je le mentionne parce que ce penseur, dans l'entre-deux-guerres, entre 1928 et 1932-1934, a confronté la pensée et la culture de l'islam à celle de la modernité occidentale, et notamment sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la laïcité sur un fond d'écran d'interrogation qui est la réflexion sur ce qu'on appelle traditionnellement à l'université la question du théologico-politique, c'est-à-dire la question de là ou des liaisons du religieux et du politique, la question de la liaison et la question de la déliaison du religieux et du politique. Et il me paraît intéressant de mentionner, donc, qu'on a un certain nombre de penseurs du côté musulman qui réfléchissent depuis longtemps et de manière approfondie à cette question de la liaison ou de la déliaison du religieux et du politique. Alors, ce matin, je vous l'ai dit, je vais me concentrer pour ma part, à partir de ma qualité d'inspecteur général, sur des questions qui concernent directement notre école. Dans la préparation de cette intervention, j'ai discuté avec Madame Vassiliki Driancourt, qui a rappelé, me semble-t-il, dans le cadre de cette session de formation, que, la laïcité n'a pas de réalité constitutionnelle ou juridique dans nombre de nos pays d'exercice, puisque c'est d'abord là le droit et la loi du pays qui s'imposent au personnel des établissements, et que dès lors, et je crois qu'elle l'a rappelé également, nous en avons parlé ensemble en amont de ce séminaire, il s'agit, donc dès lors, ou par conséquent, de concilier les pratiques et normes locales et la laïcité dans la pratique pédagogique, dans le fonctionnement de l'établissement. Dans ces conditions, quel est l'enjeu pour nous, pour vous, là où vous êtes en poste? Cet enjeu est de porter ce que je définirais de manière synthétique au départ comme une pédagogie, le terme a été rappelé, une pédagogie de la laïcité, pas n'importe quelle pédagogie de la laïcité, une pédagogie de la laïcité que je définirais comme une pédagogie à la fois, sans contradiction, homogène et différenciée de la laïcité. Différenciée évidemment selon les contextes. Donc à partir d'une analyse minutieuse, scrupuleuse, intelligente du contexte dans lequel chacun est amené ou chacune est amenée à exercer ses responsabilités. Donc il s'agit, je dirais, de porter une pédagogie de la laïcité, encore une fois pas n'importe laquelle, mais qui soit compréhensible, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce terme a conceptuellement des vertus auxquelles on ne pense pas la plupart du temps. Donc une pédagogie qui soit compréhensible, qui soit intelligible et acceptable de la laïcité, de telle sorte qu'elle soit, plus exactement, perçue par nos différents interlocuteurs, à commencer par les élèves, par les parents des élèves, par les collègues qui travaillent sous notre responsabilité, de telle sorte donc que cette laïcité soit perçue, et là encore je le dis d'abord d'une formule et puis je l'expliciterai ensuite, comme un bénéfice pour les élèves eux-mêmes. Et la condition, me semble-t-il, majeure pour que cette laïcité soit perçue, cette laïcité de l'école soit perçue comme un bénéfice, c'est qu'elle soit perçue comme un principe de justice. Et c'est ce que j'essaierai de développer, la laïcité comme principe de justice. Alors, cette pédagogie de la laïcité comme principe de justice, eh bien, c'est ce que tente de faire notre école depuis longtemps, avec un effort particulier à partir de 2013, dont j'ai été, à partir de cette époque, un des acteurs. C'est à ce moment-là que nous avions écrit, à la demande de Vincent Payon, alors ministre, la charte de la laïcité à l'école, qui est aujourd'hui affichée dans nos écoles, dans nos établissements,
J'y reviendrai à cette charte de la laïcité. La mission de l'école de porter la laïcité, de porter une pédagogie de la laïcité, s'inscrit, est particulièrement difficile, vous le savez, pour tout un ensemble de raisons qui ont été rappelées. Monsieur Toscano a encore rappelé que nous travaillons dans un contexte qui est marqué par ce qu'il a appelé le choc du terrorisme, et à l'intérieur de ce choc général du terrorisme islamiste, eh bien, notre école a été particulièrement, alors aujourd'hui on dit impactée, le terme est absolument, je dirais, vulgaire. Notre école a été très durement touchée et bouleversée, en particulier par l'assassinat du professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020. Donc nous travaillons dans un contexte, le contexte de ce choc du terrorisme, et puis ce contexte plus général qui a été rappelé par Madame Zuber, qui est un contexte qui est extrêmement tendu, extrêmement sensible, extrêmement polémogène autour de la question de la laïcité. Et la difficulté pour l'école est de réussir d'abord à conserver ce que j'appellerais simplement son sang-froid, sa sérénité, sa capacité à porter un discours sur la laïcité et à faire vivre, puisque c'est l'objet même de la réflexion d'aujourd'hui, à faire vivre la laïcité d'une manière qui soit une manière sereine, je dirais, malgré tout. Hein, malgré tout, c'est-à-dire malgré ce contexte qui a pu nous toucher durement et puis qui inévitablement nous affecte déjà en tant qu'être humain, parce que nous vivons autour de la laïcité, autour de toutes ces questions qui ont été évoquées, d'intégration, d'islam, etc. Dans une sorte aujourd'hui d'effervescence mauvaise, je dirais, c'est-à-dire dans un climat où les passions tristes, aurait dit Spinoza, c'est-à-dire la peur, la haine, le ressentiment, la colère, etc., dominent nos espaces médiatiques, nos espaces politiques, entrant même parfois à l'université. Et autour de la laïcité en particulier, nous assistons, un peu médusés, à l'antagonisme de plus en plus inconciliable entre des visions de la laïcité. Et nous avons l'impression, autour de cette laïcité, d'être en pleine guerre idéologique. Pour ma part, je le déplore, parce que il me semble que beaucoup de nos questions, de nos problèmes de société, comme celui de l'intégration qui a été évoqué par M. Toscano, sont moins, en réalité, devraient moins faire l'objet de ce que les Américains appellent des guerres culturelles, des cultural wars, ou des guerres idéologiques, que d'une réflexion sur des situations économiques, hein, des situations aujourd'hui qui font qu'un certain nombre de populations, de communautés sur notre territoire sont victimes avant tout d'un séparatisme, ou d'un séparatisme qui est avant tout un séparatisme social, qui va concentrer évidemment dans certaines zones de notre territoire toutes les misères, toutes les difficultés, tous les déficits, et ces territoires, à partir de là, vont devenir évidemment le creuset idéal, entre guillemets, ou fatal, plus exactement, pour que se développe tout un ensemble de discours qui vont être capables de porter, d'une part, un ressentiment, une colère, d'exprimer la colère de ceux qui n'ont pas un certain nombre de chances, et puis servir de refuge aussi à des besoins d'identité qui, dans nos grandes sociétés, atomisées, apparaissent, ces refuges de communautés, il faut bien le dire, comme des havres d'identité, des havres d'appartenance, des havres de certitude. Donc en réalité, nous sommes ramenés par ces guerres idéologiques que nous nous plaisons à entretenir à une responsabilité fondamentale, me semble-t-il, en particulier ici, je dirais en France, je vais le dire à la manière française, où je vais exprimer la responsabilité telle que je l'aperçois selon nos valeurs. Eh bien, nous sommes convoqués aujourd'hui essentiellement par le devoir politique, la tâche politique de faire vivre à nouveau nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est-à-dire, comme je le disais au départ, et de laïcité, d'en faire à nouveau un principe de justice pour tous, réel et pas seulement incanté, je ne sais pas si le verbe incanter existe, mais qui ne soit pas simplement une incantation des valeurs. Et je crois que si nous savons associer la question des valeurs à la question économique, à la question sociale, hein, eh bien, nous aurons fait une partie du chemin pour sortir de cette période extrêmement difficile
où la laïcité n'apparaît plus souvent que comme un casus belli, hein, ou, et j'entends beaucoup le terme, et je m'en inquiète personnellement, comme une arme de combat contre ceci, une arme de combat contre cela. Personnellement, en tant qu'inspecteur général, et je crois que c'est l'honneur de l'école, au-delà de mon cas particulier, je voudrais que nous soyons capables de porter la laïcité non pas comme une arme, en tant que professeur, en tant que pédagogue, en tant qu'inspecteur général, je ne porterai jamais un principe comme une arme, jamais une valeur comme une arme, mais nous devons savoir porter la laïcité comme un instrument de paix. Et lorsque nous sommes en dehors du territoire national, lorsque nous sommes ailleurs, je crois que la première responsabilité par rapport à cela est de ne pas arriver armé, mais les mains vides, hein, avec une certaine humilité, avec cette volonté de paix que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que je crois que notre première responsabilité est de porter en tout contexte, avec l'intelligence particulière de chaque contexte particulier, de porter sereinement la laïcité, en n'exportant pas ailleurs dans nos attitudes, dans nos prises de position, dans notre action, dans nos responsabilités, en n'exportant pas ailleurs nos crispations nationales et nos tentations nationales de nous mettre en guerre ou de partir en guerre. C'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement apprécié ce matin la proposition que vous m'avez faite, c'est-à-dire cette proposition qui est l'intitulé invitant à réfléchir sur l'esprit de la laïcité. Hein, je crois qu'en effet, si nous voulons porter sereinement la laïcité, il s'agit avant tout de porter son esprit. On distingue toujours l'esprit de la lettre, on parle de l'esprit et de la lettre, et dans ce cas, donc, nous sommes sollicités par l'intitulé du jour à réfléchir d'abord, alors, pardon, mais je ne vais pas commencer par l'esprit, je vais commencer par la lettre. Qu'est-ce que c'est que la lettre de la laïcité ? La lettre, c'est ce qui est écrit, hein, et en l'occurrence, c'est la règle, c'est la loi laïque de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. C'est l'ensemble des règles qui, à l'école, régissent l'expression religieuse. Par exemple, la règle, et je ne prends pas n'importe quel exemple, mais un exemple central dans l'histoire récente et dans le fonctionnement actuel de notre école, c'est la loi du 15 mars 2004 interdisant pour les élèves le port de signes ostensibles. Cette loi qui avait deux raisons. D'abord, des raisons qui sont liées à l'adjectif même ostensible, au choix de cet adjectif, c'est-à-dire que c'est interdit à l'école, ce n'est pas l'expression par l'élève d'une conviction religieuse, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce qui est ostensible, c'est-à-dire ce qui est fait, et là je me fie à la définition même du dictionnaire, ce qui est fait avec l'intention d'être remarqué, c'est-à-dire s'il y a intention d'être remarqué, s'il y a affichage de soi, eh bien ce qui peut renvoyer à une intention qu'on peut qualifier concernant le religieux de prosélyte. Bon. Donc il y a cette première raison qui a fondé la règle laïque du 15 mars 2004, et puis il y en a une seconde qui est que, eh bien, on l'a toujours dit comme ça traditionnellement, et à mon sens ça a encore une valeur, pas simplement symbolique ou poétique, mais réelle. L'école n'accueille pas de petits juifs, de petits chrétiens, de petits musulmans, de petits athées, c'est-à-dire qu'elle accueille des consciences en formation, des consciences qui ont à entamer le long chemin vers la capacité à penser par soi-même, la capacité donc à l'autonomie, la capacité à décider de soi. Et l'école donc n'accueille pas des enfants qui seraient déjà déterminés d'en haut et du dehors, aurait dit Émile Durkheim en parlant du fait social. L'école n'a pas vocation à accueillir des enfants qui seraient déjà déterminés d'en haut et du dehors par une appartenance religieuse en particulier ou une appartenance idéologique. L'école accueille des consciences qui sont encore au seuil du choix que chaque être humain, à partir de sa dignité, est appelé à faire de lui-même. Voilà. Alors, nous savons que cette lettre de la laïcité, c'est-à-dire cette règle de la laïcité qui fixe une limite à l'expression du religieux, peut faire l'objet d'une perception extérieure pour le moins perplexe, hein, d'un regard international qui s'interroge et qui soupçonne ou qui reproche dans cette volonté de limiter la liberté quelque chose qui serait liberticide. Nous devons être avertis de cela. Nous devons être avertis
que ce que nous décidons en la matière peut nous valoir d'être mal compris et nous valoir d'être interpellés. Et à partir de là, la question en responsabilité pour chacun, ou plutôt la question de responsabilité en situation pour chacun, est la suivante. Comment désamorcer l'incompréhension, voire le soupçon, voire le reproche? Comment faire changer sur notre laïcité ce regard? Comment porter la laïcité de notre école sans alimenter, ni susciter, ni aggraver, lorsqu'il existe ce soupçon? Alors bien entendu, on pourrait être tenté, mais je ne crois pas que ce soit là la voie de la responsabilité, on pourrait être tenté de traiter tout cela, ces préventions, ces interrogations perplexes, par le mépris. Mais en particulier quand on est dans un contexte de société, dans un contexte culturel qui est différent du nôtre, est-ce qu'il serait véritablement juste, est-ce qu'il serait sage, osons le mot, de se contenter d'affirmer que c'est comme ça, que la règle est la règle? Et donc, est-ce qu'il serait sage de se contenter d'énoncer la règle? Et c'est là que nous avons sans doute rendez-vous avec l'esprit. Et l'esprit commence d'abord avec une prise de conscience, je dirais. Conscience, s'il y a esprit, il y a conscience. Et s'il y a plus d'esprit, c'est nécessairement parce qu'il y a plus de prise de conscience. Bon. Mais là, en l'occurrence, c'est d'abord la prise de conscience de l'altérité, c'est-à-dire la prise de conscience du regard de l'autre. Et du regard de l'autre dans sa vertu, qui est toujours celle, dans son opportunité, tout au moins, qui est toujours celle d'un regard critique sur soi, d'un décentrement, qui invite ce décentrement à se mettre à la place d'autrui, non pas pour renoncer à ce que l'on est, mais à l'exprimer de façon appropriée. Si vous voulez. Et donc à trouver l'équilibre, si je le disais en philosophe de l'éthique, à trouver le bon équilibre ou la bonne tension, parce que la tension c'est plus dynamique que l'équilibre, entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Et en réalité, ici, on est donc déjà dans le domaine de l'esprit, on est dans le domaine de la conscience, on est dans le domaine de l'intelligence. L'intelligence, on l'a dit souvent, c'est l'adaptation. Pas l'adaptation au sens où ce serait la capacité à faire n'importe quel compromis pour se couler dans l'air du temps ou dans le milieu, si vous voulez, mais l'adaptation comme, et c'est en ce sens-là que l'adaptation est synonyme d'intelligence, l'adaptation comme juste appréciation. Juste appréciation de ce qu'il convient de faire dans un lieu qui est toujours singulier, qui est toujours unique, et où la généralité de la règle ne peut pas s'appliquer. Elle ne peut pas s'appliquer de manière standard, elle ne peut pas s'appliquer de manière mécanique, elle ne peut pas s'appliquer de manière stéréotypée. Mais où, justement, l'esprit vient au secours de la règle, vient en renfort de la règle, non pas pour l'abolir, mais pour l'adapter, c'est-à-dire, je parlais de juste appréciation, c'est-à-dire pour, en fonction, ou à partir de cette appréciation, pour l'approprier véritablement. L'approprier à partir de ce qui est requis dans l'exercice de vos fonctions, c'est-à-dire la capacité d'abord à connaître un milieu dans lequel on exerce ses fonctions, connaître un milieu, connaître un pays, connaître une société, connaître une culture, connaître une histoire, comprendre une sensibilité en particulier sur ces questions de croyance, sur ces questions de conviction profonde, sur ces questions de partage entre ce qui est d'ordre privé, ce qui est d'ordre public. Donc se rendre sensible, attentif, connaisseur même d'un climat de société, d'un certain nombre d'enjeux politiques. Et tout cela, je le disais, et c'est là que l'exercice est intéressant, et que c'est un véritable exercice, eh bien, sans renoncer à soi, sans renoncer à ses principes. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'esprit de la laïcité nous sollicite ou nous convoque à être capable de la faire vivre partout où nous sommes, je dirais, comme un art et non pas comme une science. C'est-à-dire, vous connaissez la distinction traditionnelle entre l'art et la science. La science, c'est cette disposition intellectuelle
qui se fonde sur l'idée que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, et donc sur quelque chose qui est de l'ordre de la répétition mécanique d'un phénomène. Bon. Et l'art, au contraire, c'est la capacité d'utiliser des outils, que ce soit par l'artiste ou par l'artisan, mais d'une manière qui est toujours unique, d'une manière qui est toujours différenciée, d'une manière donc qui est toujours renouvelée, c'est-à-dire en réalité d'une manière qui est toujours créatrice. Bon. Voilà, me semble-t-il, comment nous sommes amenés à faire vivre la laïcité, si nous voulons justement la faire vivre à partir de son esprit. Et cet esprit, alors j'en viens maintenant plus précisément, je vous ai proposé quelques petites considérations, c'est le philosophe qui conceptualise un peu, donc je vais proposer quelques réflexions générales sur ce qu'est la possibilité de faire les choses avec esprit, c'est-à-dire avec intelligence, si vous voulez. Maintenant, je vais appliquer cela plus particulièrement à la question de la laïcité. Quel est l'esprit de la laïcité ? Là, je ne vais pas inventer l'eau froide. Il me semble que l'esprit de la laïcité, c'est l'esprit de liberté, égalité, fraternité. Tout simplement. C'est l'esprit des droits de l'homme, comme l'a rappelé Valentine Zuber. C'est l'esprit de la dignité de l'être humain. C'est-à-dire que c'est la prise en compte première de la dignité de chaque être humain. C'est-à-dire, je vais le dire de la manière la plus concrète, dans l'exercice de vos fonctions, si vous voulez faire vivre la laïcité, vous la ferez vivre non pas tant, ou non pas seulement, ou non pas essentiellement en parlant de laïcité, mais en faisant en sorte que l'établissement que vous dirigez, l'école que vous dirigez, soit une école dans laquelle il soit clair pour tout le monde que ici, ce qui est pris en compte de manière fondamentale et concrète, primordiale et quotidienne, c'est la dignité égale de chaque être humain. Aussi bien des personnels que, alors, j'emploie le mot d'usager pour les élèves, que des élèves, si vous voulez. Donc, si nous réussissons à faire de chaque établissement un écosystème de soins pris de la dignité de chacun, et dès lors un écosystème de bien vivre ensemble, un écosystème de liberté, égalité, fraternité, alors, si j'étais pédant, je dirais mutatis mutandis, mais je ne suis pas pédant, je dirais donc du même coup, ou du coup, comme disent nos jeunes aujourd'hui, eh bien, du coup, vous ferez vivre la laïcité. C'est-à-dire que plus notre école sera, et là je vais employer un grand mot, alors soit qu'on n'emploie plus aujourd'hui, soit pour l'employer qu'on met à toutes les sauces sans trop savoir exactement ce qu'il veut dire, mais j'essaie de le préciser, pour notre école et dans l'exercice de nos fonctions, si nous réussissons à faire de l'école un lieu humaniste, voilà le mot. Le mot, c'est l'humanisme. Vous voyez, un écosystème d'humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ça veut dire que de notre part à nous, personnel en poste, est manifesté, est incarné au quotidien le souci de chacune et de chacun. Je disais le souci de sa dignité. Je parlais tout à l'heure de principe de justice. Vous voyez, que notre école apparaisse comme étant juste, comme étant équitable, comme étant bienveillante, comme ayant ce souci justement de faire réussir tout le monde, de ne faire souffrir les unes ou les autres d'aucune discrimination, en faisant en sorte également que les privilèges de situation, les privilèges de position sociale puissent s'arrêter à la porte de l'école. Ici, il n'y a pas de discrimination, ici, il n'y a pas de privilèges. Ici, vous n'êtes pas traités les uns et les autres de la même manière, vous êtes considérés, pris en considération, avec le même respect, avec la même aménité, avec le même mélange juste de bienveillance et d'exigence, pas d'exigence autoritaire, mais d'exigence parce qu'ici, dans ce souci humaniste, on veut vous donner tous les moyens intellectuels, culturels, d'apprendre à vous découvrir, d'aller vers ce chemin d'autonomie dont je parlais tout à l'heure, d'exprimer, de commencer peut-être pour les élèves à soupçonner ce qu'ils sont profondément. Et à partir de là, la contribution singulière que chacun
va pouvoir apporter plus tard à la société. Donc si nous savons faire preuve, voyez, de toutes ces vertus, je dirais, humanistes, quotidiennes, concrètes, de présence, de prévenance, d'écoute, de disponibilité, et je le répète, de souci pour les situations particulières, qui vont être des situations de difficulté, qui vont être des situations de handicap, qui vont être des situations de pauvreté, etc., etc. Si donc nous savons manifester ces qualités humaines, à commencer par ce qu'on répète toujours dans nos fonctions, c'est-à-dire les qualités du fonctionnaire, la dignité, la probité et l'impartialité, eh bien, à mon avis, là, tout cela, si vous voulez, va donner du contenu à l'esprit de la laïcité. Parce que, eh bien, la laïcité, c'est justement, en son fondement, Jean Jaurès disait que laïcité et démocratie étaient identiques, c'est ce principe, et donc la laïcité, c'est ce principe démocratique qu'il y a une dignité égale de tout être humain. Voilà. Et qu'à partir de là, dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes au service de la liberté de chacun, c'est-à-dire, en réalité, si je le dis de manière un peu plus philosophique, nous sommes au service de l'émancipation de la liberté de chacun, de la construction de la liberté de chacun, de la libération de la liberté, de la libération en chacun du potentiel de liberté, c'est-à-dire que nous, l'école, nous transmettons à chaque élève, à égalité, tous les moyens, je disais, intellectuels, tous les outils intellectuels, culturels dont il a besoin pour forger son propre jugement, se rendre toujours plus capable d'initiative, de responsabilité, de créativité et également de fraternité, c'est-à-dire de souci d'autrui. Voilà, donc moi, enfin, si vous voulez, vous avez compris, je dirais, ce qui était peut-être en filigrane dans ce que j'ai déjà dit et que je vais maintenant un petit peu expliciter, c'est que, eh bien, je le résume d'une formule, si vous voulez. Le meilleur ambassadeur de notre laïcité, c'est notre humanité. Voilà. Après, sur cette base, si j'étais Didier Deschamps, je dirais, à partir de là, on peut jouer sur du velours. Vous voyez ? C'est-à-dire que si nous réussissons à faire la preuve au quotidien de notre humanité, lorsque nous parlerons de laïcité, c'est-à-dire lorsque nous expliciterons le sens et la fonction de la laïcité dans tout ce dispositif, dans tout cet écosystème humaniste que nous avons installé, alors nous nous donnons des chances d'être entendus. Nous nous donnons des chances d'être entendus parce que, eh bien, nous avons montré le sens véritablement, la finalité, la colonne vertébrale de tout ce que nous faisons. Et donc, en réalité, et ça je le dis depuis un certain nombre d'années, depuis que Vincent Payon nous avait demandé d'écrire la charte de la laïcité à l'école, en fait, eh bien, il y a tout un ensemble de médiations qui sont essentielles pour assurer une véritable pédagogie de la laïcité. Ces médiations, eh bien, sont celles que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la dose d'humanisme que nous sommes capables de mettre dans l'exercice de nos fonctions, et puis aussi tout ce discours que nous pouvons porter à la connaissance des élèves, à la connaissance des parents, sur eh bien, le lien entre liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et là encore, il s'agit souvent de ne pas commencer par la laïcité, lorsque nous voulons faire vivre la laïcité. Pourquoi ? Parce que la laïcité, c'est un concept, alors je l'ai dit, qui peut, je dirais, spontanément comme ça, attirer, hélas, tout un ensemble de prévention et de crispation. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à en parler, mais, et puis aussi, c'est un concept qui est assez abstrait. Hein, et nous ne devons pas, préjuger de la maîtrise, hein, de la part des élèves, de la part des parents, surtout hors de nos frontières, de ce concept de laïcité, de l'importance de faire des médiations par des concepts, par des idées, par des pratiques qui sont celles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est ce que nous avions donc explicité dans la charte. Je vais vous donner quelques exemples. Donc quelques exemples d'articles de la charte dans lesquels, eh bien, il y a un bénéfice évident pour la liberté de chacun, de l'école, du fonctionnement de l'école. Et c'est en explicitant ce bénéfice que, je crois, nous pourrons assurer une médiation efficace, féconde, heureuse vers la question de la laïcité.
Regardez par exemple l'article 8 de la Charte. Qu'avions-nous dit? Nous avions dit « La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école, comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. » Il y a là pour nous l'opportunité d'expliquer quelque chose de très simple, en commençant par parler de la liberté qui est un concept immédiatement sensible pour chacun. À l'école, la parole de l'élève est libre. La parole de l'élève est non seulement libre, mais elle est importante. Elle est libre, c'est-à-dire qu'un élève peut parfaitement exprimer une conviction, qui soit une conviction religieuse ou qui soit une conviction, et quand je dis conviction, on peut le dire au sens, je dirais, de manière plus, moins forte, il peut exprimer une idée, vous voulez, qui soit liée à une croyance religieuse ou qui soit liée à une représentation politique, etc. Je le dis parce que souvent, il y a ce préjugé, c'est plus qu'un préjugé, c'est une erreur, c'est une erreur qu'à l'école, il est impossible de parler de religion. Pourquoi? Parce que la laïcité. Donc, oui, il y a cette image qui peut être incrustée dans un certain nombre d'esprits que dès qu'un élève va mobiliser une croyance religieuse, en particulier, le professeur devrait lui dire « Ouh là là, malheureux, tais-toi, tu n'as pas conscience de l'endroit où tu es, ici tu es à l'école, et ici ça n'a pas sa place. » La religion, c'est le fort privé, c'est la sphère privée, c'est l'espace privé, c'est faux. Donc je vous invite, je ne peux que vous inviter de manière donc très, très générale et sans entrer dans le détail à relire cette charte de la laïcité parce qu'elle porte cette pédagogie de la laïcité dont j'ai parlé. Et puis je vais donc immédiatement conclure. Voilà. Monsieur Fouché parlait en préambule de la journée de l'influence. Vous voyez, lorsque nous sommes à l'extérieur de nos frontières, évidemment, nous participons d'une influence de la France, de notre culture, de nos valeurs, etc. Mais vous l'avez compris avec mes propos, je l'espère. Et là encore, je répète ce qu'a dit M. Fouché, qui me paraît particulièrement important. Il ne s'agit pas de concevoir cette influence comme quelque chose qui serait une conquête. Hein. On n'est pas en conquête. Non seulement on n'est pas en croisade, mais on n'est pas en conquête. Et je qualifierais donc cette influence de la manière suivante. Je dirais que notre souci peut être d'avoir cette humble influence d'une exemplarité éthique. Voilà, d'une exemplarité éthique, c'est-à-dire d'une laïcité, en l'occurrence, qui soit au service, 1, de la liberté, j'en ai parlé un petit peu, 2, du principe d'humanité, et puis, troisièmement, je vais mobiliser un concept qui, à mon avis, peut aussi de manière très favorable, très féconde, conduire les esprits à comprendre comment nous portons la laïcité et ce qu'est pour nous la laïcité. Je pense que cette exemplarité éthique, c'est aussi une attitude et un discours qui sont une attitude et un discours de paix. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur l'inspecteur général, pour votre intervention particulièrement riche. J'en retiens votre appel pour toutes nos équipes de direction, comme pour les enseignants, à être de véritables artistes, créateurs de cet univers que nous voulons faire vivre dans nos établissements. Et vos propos ont été particulièrement enrichissants et précieux. Je vous en remercie. Je ne sais pas si vous pourrez continuer de suivre notre colloque, mais il sera l'occasion justement à des équipes de direction et des enseignants de montrer comment ils réussissent à faire vivre cet esprit de la laïcité dans le réseau. Je dois dire, après, en ce qui me concerne, 2 ans et demi à la tête de l'agence, j'ai été toujours très agréablement surpris de voir que ce n'était pas un objet de conflit dans le réseau et que les établissements réussissent
à faire vivre cette laïcité de façon tout à fait remarquable. Nous allons le voir. Merci encore, monsieur l'inspecteur général. Merci beaucoup, madame la professeure Valentine Zuber. Merci Alberto Toscano qui a dû partir. Nous allons maintenant faire une pause café rapide d'une dizaine de minutes. Nous avons un petit peu de retard et nous reprendrons donc avec la première table ronde vers 11h05, si vous le voulez bien. Merci beaucoup.